Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Immersion gouvernementale 2025. Le Premier ministre était dimanche dans la préfecture de Yomou. Partout, les populations saluent les actions posées par les autorités et affirment leur soutien au chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Le ministre de l'Information et de la Communication était lui avec les journalistes de la région forestière. Fana Souma les invite à plus de professionnalisme. Il s'engage aussi à améliorer les conditions de travail au sein de la corporation. Et puis notre zoom ce soir sur l'échangeur de Bambeto. Les travaux avancent à grands pas. Plusieurs bretelles sont ouvertes à la circulation. C'est l'un des chantiers de la République qui fascine et soulage en même temps les populations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, immersion gouvernementale 2025. La délégation du Premier ministre était donc dimanche dans la préfecture de Yomou. Les populations ont mis l'occasion à profit pour exprimer clairement leur totale adhésion à la vision et au programme de refondation du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Sur place, on fait le point avec Ousmane Bangoura. Après l'étape de Beila, la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba arrive à Yomou. La délégation a été reçue par le patriarche Bi-Honoré Pougoum. Après les échanges sur les objectifs de la mission, a suivi des prières et bénédictions pour la réussite de la transition. Après cet entretien avec les sages, cap sur le fleuve Oulé, situé à 19 km de Yomou Centre. Ici, le Premier ministre, chef du gouvernement, visite cette étendue d'eau qui sert de frontière entre la Guinée et le Libéria. Ici, un bac de fabrication locale assure le transport pour la traversée des habitants riverains des deux pays. Ils ont mobilisé la jeunesse, les femmes, les hommes, les vieux. On a travaillé avec la main, de Yomou jusqu'ici, avec les dabas, des pelles, des houes. Maintenant, au fur du temps, les ressortissants ont envoyé des lettres. Il y a un fils ressortissant qui a répondu à notre appel. Quand il est venu, il nous a trouvés en train de travailler. Vraiment, il a eu pitié en nous. Il a envoyé cette machine que vous avez vue devant là-bas. Il a mis la machine. Et aujourd'hui, on demande au gouvernement de nous aider afin que cette route-là soit vraiment praticable. En faisant des dallos et ce pont-là qui relie ici au Libéria. Comme vous le constatez, c'est une barque avec des fûts qui sert de pont de passage. Le fait de venir jusqu'ici, c'est de voir la détermination de la population. Et de manière générale, Yomou est l'une des préfectures les plus enclavées du pays. Et comme vous le constatez, c'est l'une des préfectures les plus riches. Le Libéria est juste derrière nous et la production agricole et d'autres richesses que nous ne connaissons pas encore, certainement sont sous terre. Il est très important que nous fassions le tout pour que Yomou soit désenclavé, qu'il y ait un axe qui permettra de relier Zérekoré à la frontière libérienne en passant par ici. Ça permettrait d'accélérer le développement du flux commercial et aussi permettre que la production agricole de Yomou puisse aller vers l'intérieur du pays. À la maison des jeunes de Yomou Centre, la délégation gouvernementale a eu tous les honneurs dus à son rang. L'occasion a été mise à profit par le Premier ministre Amadou Ouriba pour saluer l'engagement des populations de Yomou pour sa mobilisation et son soutien aux actions de gouvernement. Il a aussi exhorté ces vaillantes et laborieuses populations à préserver le climat de paix et de cohésion sociale qui règne dans cette cité. Les populations, à leur tour, ont saisi l'occasion pour exprimer leur totale adhésion à la vision et au programme de refondation du président de la République. C'est le lieu et le moment de vous témoigner notre profonde gratitude à l'endroit du CNRD, du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et du gouvernement, qui, en un temps record, ont réussi à poser des actions salvatrices dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi dans le cadre du développement harmonieux de notre bien commun, la Guinée. De gros efforts sont en train d'être déployés pour la réalisation d'importantes infrastructures d'intérêt public à travers le pays.
La ville de Yomou n'a rien à envier aux autres villes de la Guinée. Le courant, l'eau et le goudron bientôt sur les principales artères de la ville, pour ne citer que ceci. Malgré les efforts consentis par le gouvernement d'Amadou Ouriba dans l'amélioration des conditions de vie des populations de l'arrière-pays, quelques préoccupations persistent toujours, notamment le réseau routier. Le passage de cette délégation gouvernementale devrait susciter l'espoir chez les populations de Yomou. Et plusieurs membres du gouvernement sont également sur le terrain. Chacun dans son domaine veut comprendre le fonctionnement des structures ainsi que des actions engagées par les services déconcentrés. Le ministre de la Justice était par exemple dans les préfectures de Yomou et Beila. Il a visité les palais de justice et les maisons d'arrêt. Le constat avec l'ancien Kamisoko. Au palais de justice de Beila, tout comme à la maison d'arrêt, le constat des services techniques du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme révèle des manquements graves. Parmi la trentaine de populations carcérales trouvées sur place, figurent plusieurs cas de détention illégale. Face à cette situation fâcheuse, des instructions fermes sont données. J'ai découvert que, en ce qui concerne la femme, c'est son mari qui est poursuivi pour des faits d'escroquerie. Son mari est chauffeur de profession. Il aurait promis à un citoyen son aide et son assistance pour l'aider à aller en Europe, comme c'est à la mode. Et par ce biais, par cette fausse promesse, il a porté atteinte à tout ou partie de sa fortune. Et il a disparu. Pour le contraindre moralement à se présenter, on met son épouse en ses lieux et places. Ce qui est manifestement illégal et qui ne saurait m'échapper en tant que ministre des droits de l'homme. J'ai ordonné sa mise en liberté immédiate. Il y a également le cas d'un mineur et de son patron. Ce mineur, il m'a été rapporté, quelqu'un l'a commissionné pour aller acheter je ne sais pas quelle marchandise au marché en lui remettant un billet de 20 000. Et que le vendeur aurait dit que ce billet semble être un faux billet. Voilà toute l'histoire. On l'a interpellé parce qu'on a trouvé avec lui un billet suspect et avec son maître qui était resté d'ailleurs à son lieu de travail. On est allé le chercher, on les a mis ensemble. Ils sont là, ça fait combien de mois? Ça fait 3 mois. Détention absolument illégale. J'ai ordonné leur mise en liberté. 3 autres citoyens étaient illégalement détenus à la maison centrale de Beila depuis maintenant plusieurs mois. Il a fallu l'arrivée du garde des Sceaux pour que ces personnes recouvrent leur liberté. Ça me fait maintenant 3 mois en prison. Je remercie le président Mamadi Doumbouya, son ministre de la Justice, et je remercie le Tout-Puissant Allah pour ce jour de vérité. Nous sommes très contents. À la frontière avec le Libéria, la préfecture de Yomou est le parfait exemple en matière de justice et des droits de l'homme. Les 256 dossiers correctionnels et criminels reçus courant 2024 ont tous été traités avec responsabilité. Tout ceci pour m'amener à dire que à Yomou quand même, la juridiction n'est pas dans les soucis négatifs du département de la justice. Cependant, il mérite un coup de main et je crois que l'année 2025, je l'ai déclaré l'année des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, Yomou en fera partie. Logé dans des bâtiments appartenant à d'autres services, la reconstruction de la justice de paix de Yomou est aujourd'hui la priorité des cadres de cette juridiction. Et pendant ce temps, je le disais tout à l'heure au sommaire, le ministre de l'Information et de la Communication a échangé, lui, avec la presse régionale et les correspondants basés dans la région de Zérékoré. Fana Souma tient particulièrement à la responsabilité des médias et à la bonne pratique du journalisme. Les besoins sont nombreux en Guinée forestière ainsi que les défis à relever sur place. Le ministre promet donc de s'investir davantage pour apporter des changements concrets. C'est un reportage de Tierno Ousmane Diallo. L'immersion gouvernementale est une occasion pour les membres du gouvernement d'échanger directement avec les populations à la base, découvrir le niveau de mise en œuvre des projets, mais aussi cerner les difficultés. Dans le monde des médias, les journalistes de la région de Zérékoré se disent préoccupés par l'état de la maison régionale de la presse,
3 ans après sa mise à disposition, elle n'est toujours pas équipée, aucun meuble, aucun matériel informatique, un bâtiment non opérationnel qui connaît par ailleurs un niveau de dégradation inquiétant face au regard impuissant des journalistes qui voient en l'avènement du ministre Fana Souman à la tête du ministère de l'Information et de la Communication un réel motif d'espoir pour enfin rendre effective l'opérationnalisation de cet espace au bénéfice des journalistes de toute la région. En région forestière, la corporation traverse des moments très difficiles. Vous l'avez constaté à travers la maison de la presse que nous avons, et d'avoir ici une maison complètement vide. Zérekoré a été la première région qui a bénéficié d'une maison régionale de la presse, mais d'avoir ici une maison vide et dans laquelle on ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi nous avons tout fait pour que M. le ministre effectue le déplacement afin qu'il vienne toucher du doigt les réalités. Après avoir constaté avec amertume l'état de la maison régionale de la presse, le ministre de l'Information et de la Communication s'est engagé à tout mettre en œuvre pour la rendre viable, permettre aux journalistes de s'y réunir, travailler et accueillir des événements tels des formations et conférences. Le ministre Fana Souman a félicité les journalistes de Nzérékouré pour leur rôle dans l'apaisement à l'issue des récents événements au stade régional. Il a invité les journalistes à poursuivre cet élan. Il y a eu des problèmes ici au stade. C'est vrai, on était tous consternés. Mais les médias ont joué un rôle extrêmement important. Moi, je n'ai pas dormi la nuit, j'étais en contact avec certains responsables des médias, j'étais avec la radio rurale, et puis avec les autorités, on échangeait pour voir comment sensibiliser, parce qu'il faut calmer. Les médias, moi, j'apprécie beaucoup de ce qui s'est passé. Personne n'a vraiment essayé d'aggraver. Tout le monde a essayé vraiment de calmer, et puis jusqu'à ce que la situation soit apaisée. On doit vraiment essayer de travailler avec responsabilité, et puis se donner la main pour qu'on accompagne vraiment la transition. Parce qu'en réalité, vous étiez tous là pendant ces dernières années. Ce qui se passe maintenant, ça passe de commentaires, c'est réel. Les actes qui sont posés vraiment sont extraordinaires. Les routes, les grandes réalisations et autres là, le journaliste ne doit pas se taire. Quand ça va, mais il faut le dire. Il faut le dire, oui, il y a vraiment des routes qui sont là, c'est très beau. L'État est en train de poser des actes, des infrastructures qui poussent un peu partout, Simandou, etc. Vous pouvez faire ce battage, parce que de toutes les façons, c'est votre pays. L'immersion gouvernementale se poursuit. Tout au long, le ministre de l'Information et de la Communication va rencontrer les acteurs de la presse, évaluer l'état des sites de diffusion et le fonctionnement des médias, tant publics que privés. Au ministère de l'Enseignement supérieur, un accent est mis sur la qualification des enseignements et la réalisation des infrastructures. En immersion en Guinée forestière, le chef du département a effectué une série de visites, notamment sur les sites de l'université régionale en phase de démarrage ou encore au Centre international de recherche sur des infections tropicales. Mounir Bari est l'un de nos envoyés spéciaux. L'ambition est grande, la Guinée veut se doter de 4 universités régionales de standing international. Le projet avancé, le coût global est estimé à 360 millions d'euros. En séjour dans la région, au compte de l'immersion gouvernementale, le numéro 1 du département de l'enseignement supérieur visite le site de la prochaine université régionale des Zérekoré. Le programme de construction des universités régionales est un programme qui tient à cœur au président de la République, qui s'est personnellement impliqué pour l'accélération des démarches, notamment dans le cadre de la contractualisation, ainsi que les démarches de partenariat avec le gouvernement chinois. Nous sommes presque à l'épilogue marche, même la contrepartie guinéenne a été payée. Les équipes et l'entreprise est en train de se préparer pour mobiliser les ressources, mobiliser les équipements et venir commencer les travaux. Sur le site de la future prestigieuse université régionale, le chef du département rassure l'engagement du chef de l'État à concrétiser le projet présidentiel. Toutes les commodités requises sont prises en compte. Des amphithéâtres, des bibliothèques, des dortoirs sont prévus. Nous sommes venus constater d'abord l'intégrité de l'espace dédié à ces universités. À travers le plan, nous avons le plan de construction bien entendu. Nous avons constaté qu'il y a toutes les commodités sont prises en compte. Durant son périple, le ministre Alpha Bakar s'est aussi rendu à la station scientifique de Monemba, où des travaux d'envergure sont annoncés pour la reconstruction de ces centres stratégiques. L'Institut supérieur de formation à distance et le Centre international de recherche sur les infections tropicales aujourd'hui
Une antenne de l'Institut de recherche en biologie appliquée BAG ont aussi reçu la visite du chef du département de l'enseignement supérieur. Et nous allons nous rendre maintenant à la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Zor. Là-bas, le trafic est de plus en plus dense et plusieurs services de l'État veillent au bon fonctionnement de ce commerce transfrontalier. À l'occasion de l'immersion gouvernementale, une équipe technique du ministère du Commerce a fait le déplacement pour s'enquérir notamment de la collaboration entre ces services déployés sur le terrain. Abdullah Karim Kamara. À première vue, d'impressionnantes files de camions dans les deux sens du trafic figés autour du poste frontière Guinée-Côte d'Ivoire. Nous sommes à 40 km de la préfecture de Lola. Plus qu'une ligne rouge, ce poste se veut un espace d'interconnexion entre les peuples des deux pays. Ici, le commerce transfrontalier engage plusieurs services du ministère du Commerce, Industrie et PME. L'équipe de l'immersion gouvernementale au compte du commerce et de l'industrie vient s'assurer que ses représentants travaillent en bonne intelligence avec d'autres services étatiques, notamment la douane. La collaboration entre ces services avec la douane, ça se passe à merveille. On a toujours travaillé en synergie d'action. Il y a une volonté politique de la part des responsables du CNRD. Mais à côté de cette franche collaboration, le ministère du Commerce et de l'Industrie est aussi soucieux des conditions de travail de ces différentes directions, un élan par lequel le service de déclaration descriptive d'importation et d'exportation sera bientôt doté d'un cadre de travail digne de nom. Ici, l'équipe de l'immersion arrive sur le chantier afin de constater l'évolution des travaux. C'est un chantier de construction d'un immeuble R+1. Si nous prenons au niveau du RE, c'est composé de 2 bureaux, une salle de réunion, une salle d'accueil et des toilettes. À l'étage, on a 6 bureaux, plus des toilettes et aussi une salle d'attente. On a un programme de construction de 6 postes frontaliers, DDI, DDE et DDE-NSQ. J'ai donné des instructions fermes au nom de Mme la ministre de Tchèque pour que le délai contractuel soit respecté afin d'éviter les coûts supplémentaires sur le projet. Les travaux de construction de ce futur bureau du service DDI-DDE à la frontière guinéo-ivoirienne sont à 50% pour un délai contractuel de 6 mois. Au même moment, plus de 50 maîtres apprentis chaudronniers améliorent leurs connaissances au centre de formation professionnelle de Zérékoré. Un renforcement des capacités sur l'établissement des devis et le traçage du plan de finition. La formation est financée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, soutenu par le ministère de l'enseignement technique. Moussa Komara. Faire de la formation professionnelle le détonateur du développement, c'est l'ambition qu'affichent les autorités du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. À Zérékoré, ce sont plus d'une cinquantaine de chaudronniers qui bénéficient de cet exercice de capacitation financé par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. L'ONFPP a financé cet atelier de chaudronnerie pour des maîtres chaudronniers qui sont déjà artisans, qui maîtrisent leur art. Cependant, cette formation consiste à les perfectionner, à les qualifier davantage pour rendre leur travail meilleur et les rendre autonomes. Pendant cette formation de 10 jours, ces apprenants vont apprendre comment faire le traçage, la lecture de plans, le soudage, le formage ou encore mettre au point des plannings de fabrication. Également, ils seront invités à optimiser le secret de l'établissement d'un devis pour les clients. La plupart d'entre eux ne savaient pas comment il faut faire le devis. Parce qu'il y en a certains, quand le client vient, ils préfèrent discuter comme ça. Certains ont terminé, le plus souvent la gendarmerie avec les clients, tout cela. Quand ils prennent le travail, ils dictent le prix comme ça, là, qui n'est pas convenable par rapport à l'ouvrage qu'ils doivent faire. Le plus souvent, c'est la convocation qui vient. En faisant un devis, il faut comprendre que tu gagnes et le producteur aussi soit satisfait du boulot qui a été fait. La plupart des bénéficiaires de cet exercice de perfectionnement sont déjà diplômés des centres de formation professionnelle. À terme, ils seront capables de faire un devis et une bonne finition pour les clients, ce qui pourrait sans aucun doute améliorer leur compétitivité.
Merci à Moussa Komara pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité maintenant, le ministère du Plan et de la Coopération internationale, à travers le Bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne, a procédé en ce début de semaine à la revue annuelle des programmes et projets financés par l'Union européenne en Guinée. La rencontre a permis de faire le point sur des progrès réalisés et de se projeter sur l'avenir. Youssouf Dembaya Kamara et Daouda Tabansila. La Guinée et l'Union européenne dressent le bilan des réalisations accomplies, identifient les défis rencontrés et définissent ensemble les priorités et orientations stratégiques. Une initiative du Bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne, Baku. Les financements issus du Fonds européen de développement, FED, notamment ceux du 10e et 11e sous l'accord de Cotonou, ont permis de jeter des bases solides pour le futur de notre pays. Parmi les initiatives emblématiques figurent le PARJU, le programme d'appui à la réforme à la justice, le PASA, programme d'appui au secteur agricole de santé, essentiel pour le développement, le CNESA, le cadre national de l'éducation qui contribue significativement à l'amélioration du bien-être des populations. Depuis plusieurs années, la Guinée et l'Union européenne maintiennent des relations solides et fructueuses, des appuis qui ne seront que continuels, estime l'ambassadrice de l'institution en Guinée. Oui, on va continuer aussi pour l'avenir. Donc on aura des projets qui vont concerner la migration, l'environnement, l'entrepreneuriat, donc l'économie, etc. Avec la Guinée, l'Union européenne finance plusieurs secteurs, notamment le renforcement de capacités des jeunes en vue de limiter drastiquement l'immigration clandestine. Justement, l'Union européenne va accompagner la Guinée dans la formation professionnelle. Parce que l'objectif est de fixer les jeunes Guinéens ici. Il faut construire un narratif pour que les jeunes Guinéens se retrouvent dans ce qui est projeté dans la vision du chef de l'État. Et la formation professionnelle, l'enseignement technique est au cœur de ce dispositif d'accompagnement des jeunes pour tirer le maximum de profit de toutes ces opportunités-là. Sous tutelle du ministère du Plan et de la Coopération internationale, les missions du Bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne incluent la coordination des programmes et accompagnent des institutions nationales dans des projets financés par l'Union européenne. Et puis le ministre de l'économie et des finances a présidé ce matin la rentrée académique de la 3e promotion du centre de perfectionnement en finances publiques. Au nombre de 70, ces auditeurs vont suivre des cours sur plusieurs thématiques en lien avec des prévisions budgétaires, le cadre macroéconomique et la conduite de la politique d'endettement. La démarche est appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement. On fait le point avec Mamadi Gassama. À l'issue de l'évaluation finale du concours de recrutement en finances publiques, 70 auditeurs ont été retenus. Recrutés par voie de concours, cette cérémonie marque ainsi la rentrée académique de la 3e promotion au compte de l'année 2025-2026. Ces 70 vont suivre une formation de 11 mois et qui sera composée de la manière suivante, 3 mois de droit commun, 6 mois de spécialisation. En spécialisation, il y aura des domaines comme la gestion budgétaire, la gestion fiscale, l'audit, le contrôle, la planification et les statistiques. Et ce qui est nouveau, surtout ce qui est nouveau dans cette formation, il y a un accent particulier qui est porté sur l'apprentissage de l'anglais. Pendant toute l'année, ils vont suivre des cours d'anglais. Ils auront même fait des immersions dans des pays anglophones, n'est-ce pas, pour renforcer leurs connaissances en anglais. Il s'agira donc pour ces auditeurs de renforcer leurs compétences, intégrer les principes de transparence, de rigueur et de bonne gouvernance au service de l'intérêt général. Au nom de tous les auditeurs ici présents, je prends l'engagement solennel que nous mettrons tout en œuvre pour mériter la confiance qui nous est accordée. Nous sortirons de cette formation avec l'excellence pour seul objectif et l'intérêt supérieur de la nation pour seul guide. À vous donc de vous préparer conséquemment pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour une Guinée résolument engagée et tournée vers l'émergence grâce notamment à la mise en œuvre du programme de développement Simandou 2040. La démarche vise à mettre en place une élite susceptible d'accompagner les autorités dans la mise en œuvre de la politique de réforme
des finances publiques. Et voilà qui nous amène à parler de la lutte contre la destruction de l'environnement dans le parc national de Mont-Bafing. Un atelier de renforcement de capacités se tient dans la préfecture de l'Abbé. Les acteurs de la société civile ainsi que des femmes bénéficient de cette formation. C'est pour leur permettre justement de faire des plaidoyers en faveur des droits des femmes face au changement climatique. Sona Sagno et Sarafoudine Diallo. Cette formation a l'intention des acteurs de la société civile et des femmes leaders du parc national Mont-Bafing vise à aider les bénéficiaires à mener d'abord des plaidoyers en faveur des droits des femmes face au changement climatique et de la gouvernance inclusive. Nous avons mis ensemble des leaders d'organisations de la société civile, des femmes leaders, des femmes qui sont présentes dans le parc pour justement que ces organisations de la société civile guinéenne accompagnent ces femmes-là à pouvoir comprendre d'abord c'est quoi le plaidoyer, ensuite identifier les besoins qu'elles ont et pouvoir adresser leur plaidoyer à qui de droit. Les partenaires techniques et financiers du projet Femmes Pro Forêt s'engagent à accroître l'adaptation au changement climatique des femmes et jeunes femmes vulnérables et de leurs familles dans les paysages forestiers du dit parc. Donc nous on est là surtout pour faire le lien entre les droits des femmes et les changements climatiques. Donc c'est un peu le but de ce projet et aussi particulièrement de ces formations auxquelles les femmes ont pu participer. Durant la formation, les participants ont été outillés, entre autres, sur les liens entre le changement climatique et les droits des femmes, les causes qui contribuent aux impacts différenciés des changements climatiques selon le genre. Au retour de nos différentes localités, nous allons faire le compte rendu des avantages des enseignements reçus du projet et nous les remercions avec les partenaires. On nous a enseigné aussi l'inclusion. La plupart des organisations ont les mêmes objectifs mais vont en rang dispersé. Désormais, nous comptons aller vraiment en union afin que nous soyons plus solidaires parce que comme disait quelqu'un, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Le projet Femmes Pro Forêt lutte contre la destruction de l'environnement dans le parc national du Mont-Bafing. Le projet est mis en œuvre par UPADI et la chaire de recherche du Canada en économie écologique en partenariat avec Equitas, un projet financé par le gouvernement du Canada. Insalubrité à Conakry, la capitale guinéenne produit plusieurs milliers de tonnes d'ordures par jour. La gestion quotidienne de ces immondices par les petites et moyennes entreprises se heurte parfois à des difficultés sur le terrain. La coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée attire l'attention des décideurs pour une solution pérenne. Ablaye Diallo et Yaya Silla. La gestion des ordures obéit au respect du mécanisme de transfert sur toute la chaîne. La coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée est l'entité de base de ce processus avec ses 367 PME, une entité confrontée à des difficultés au niveau des municipalités. À date, la fêtière a élaboré un schéma directeur de la gestion des déchets solides du Grand Conakry. Récemment, nous avons mené des études. Nous sommes allés prendre de l'expérience ailleurs, notamment au Sénégal, au Rwanda. C'est difficile d'appliquer ce qu'eux, ils appliquent chez eux là-bas. C'est difficile pour nous d'appliquer ça ici. Parce que nous sommes empêchés par les autorités à la base, notamment les présidents des délégations spéciales, les conseils de quartier. Sinon, à date, quand on encadre les PME, on a moins de problèmes. La CONAG bénéficie de ses partenaires de terrain comme Enabel, d'un accompagnement en engin roulant et les agents sont outillés pour faciliter la précollecte des déchets solides. On a une capacité de collecte journalière de 1800 mètres cubes. Même 50% de ces déchets ne sont pas transférés à la décharge. Donc actuellement, il y a un problème de décharge. La décharge est saturée. On ne peut pas envoyer plus de 1000 tonnes par jour. Donc il faut que le gouvernement, le CNRD, le président de la République, trouve solution immédiate à ça avant l'hivernage. Si tous les acteurs de la chaîne de la gestion des ordures jouaient pleinement leur rôle avec le respect du code des collectivités, Conakry retrouverait son image d'antan pour le bien-être de ses citoyens.
Et puis je le disais également, au sommaire de cette édition d'information, nous allons faire un zoom ce soir sur l'un des grands chantiers de la République. Il s'agit bien sûr de l'échangeur de Bambeto. Vous avez dû le remarquer, si vous pratiquez en tout cas cette partie de Conakry, les travaux engagés par les autorités avancent à grands pas. Déjà plusieurs bretelles sont ouvertes à la circulation et sur le terrain, vous allez le voir, les techniciens s'activent pour finir les travaux avant les grandes pluies. Et c'est en attendant le grand soulagement pour les populations. Voici le grand format de ce soir avec Alpha Isiagaba, Alseni Kamara et Alpha Drone Kamara. Le chantier est phénoménal. L'échangeur de Bambeto est l'un des projets routiers jamais réalisés sur l'autoroute Le Prince. En moins de 3 ans seulement, les travaux évoluent à pas de géant conformément au cahier de charge. À ce jour, le tablier supérieur du pont est presque terminé. Îlot et Dalo aussi ont pris forme et les garde-fous sont en train d'être réalisés. C'est un grand projet qui n'a jamais été réalisé dans ce pays. C'est pour la première fois que ça a été réalisé grâce à notre président Gérard Mamamba Doumbouya. Nous félicitons son gouvernement et nous devons tous de continuer à travailler et nous doter de bons infrastructures routières dans ce pays. Le projet avance très bien, ça c'est un. 2, nous avons libéré le PGR. Et 3, nous avons libéré quelques bretelles et les giratoires. Et le reste des travaux continue à être fait. On continue toujours à goudronner, c'est-à-dire à mettre le coup d'accrochage, le GB. Nous sommes très contents, vraiment. Ça diminue l'embouteillage. On peut dire que ça continue et puis ça finit avant la saison pluvieuse. Et le président, la manière qu'il a commencé de faire, vraiment, le sait de continuer comme ça, vraiment. Alors que certaines bretelles sont provisoirement ouvertes à la circulation, d'autres alentours reçoivent aussi en ce moment leur couche de bitume. Le projet qui retient l'attention des usagers vient ainsi mettre fin à un long calvaire des usagers de cette partie de Conakry. Cerise sur le gâteau, des emplois ont été créés parmi les ouvriers des jeunes de l'Axe. Vraiment, on est soulagé. Les travaux avancent très bien, vraiment. On remercie le projet de refondation du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous remercions le gouvernement pour cette initiative. Le pont est très joli. Une fois totalement terminé, l'échangeur va beaucoup nous soulager. Je suis très content pour l'évolution de ces chantiers et je vois que c'est très bon et ces chantiers, c'est vraiment bien fait en fait. Et je remercie l'État pour ça. Sur le chantier, tout est mis en place pour la sécurité de l'ouvrage. Sur le long de l'échangeur, l'heure est à la réalisation des dalettes. Seul bémol, c'est la proximité des habitations et l'occupation anarchique des riverains aux alentours de l'échangeur. Là, on est en train de mettre des dalettes. Parce que juste pour rendre l'endroit est très joli, très agréable, authentique. C'est ça que vous voyez. Et le tuyauterie que vous voyez là, c'est des tuyauteries juste pour évacuer l'eau au niveau des ponts supérieurs. Parce que je ne veux pas que l'eau reste au niveau des ponts supérieurs. Même s'il y a la pluie, l'eau ne va pas atteindre ceux qui sont sous le pont. Sous le pont là, il y aura des pavés. Et il y aura des évacuations spécialement pour ne pas que l'eau arrive à atteindre au niveau des sous-ponts supérieurs. Financé à hauteur de 246 milliards de francs guinéens et exécuté par l'entreprise chinoise China Hydro, l'échangeur de Bambeto est l'une des plus grandes infrastructures routières réalisées par le CNRD. Une fois la nuit tombée, l'échangeur de Bambeto affiche sa beauté, aussi bien sur le giratoire que dans le passage souterrain. L'entreprise en charge d'exécuter les travaux ne veut pas dépasser le délai contractuel de 30 mois. Les travaux vont totalement finir dans 2 mois, rassure-t-elle. Merci à Alpha Isiagaba et à toute son équipe pour le grand format de ce soir. Lancement des travaux de pose de la pelouse à gazon synthétique à Mamou. L'opération est menée par la Fédération guinéenne de football. Grâce à un financement de la FIFA, 3 régions sont concernées par ce projet. La cérémonie a été présidée par les autorités sportives et administratives du pays. Djibril Kamara. Sur ce domaine de plus de 4 hectares situé au quartier Télico dans la commune urbaine de Mamou, un terrain à gazon synthétique va bientôt sortir de terre. Le projet sera exécuté sur une durée de 10 mois de délai contractuel conformément aux exigences de la FIFA. Mamou est l'une des villes dynamiques
et passionné de football qui n'a malheureusement jamais bénéficié de pelouse synthétique malgré le potentiel d'une jeunesse de football talentueuse. Le coût total de ces 3 projets s'élève à 1 585 000 $ américains au nom du président de la Fédération guinéenne de football et de l'ensemble des membres du comité exécutif. Ma profonde gratitude à la FIFA. D'abord, c'est l'occasion de remercier les autorités administratives d'avoir mis à disposition ce site où sera érigé donc ce terrain en gazon synthétique et où la Fédération guinéenne de football pourra construire d'autres infrastructures ou d'autres ouvrages sportifs pour le mettre en valeur afin d'accompagner le développement du football en Guinée. Dans ce projet de FIFA Forward, il est prévu la construction de 3 stades de proximité à gazon synthétique en Guinée. L'initiative suscite un engouement chez la jeunesse bénéficiaire de Mamou. Aujourd'hui, nous célébrons un moment important pour Mamou avec la cérémonie de pose de la première pierre de la pelouse synthétique de dernière génération. C'est un symbole d'espoir et de progrès pour notre région et pour tout le football guinéen. Le sport et le football en particulier, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pour la jeunesse. Et aujourd'hui, s'il y a des projets sur le plan footballistique qui avancent à travers le pays, c'est aussi et surtout parce que le président de la République a fait confiance à la jeunesse pour leur confier des responsabilités les permettant de dire que la jeunesse et le sport sont une priorité. Ce projet vient ainsi allonger la longue liste des infrastructures sportives et juvéniles en cours de réalisation dans le pays. Dans l'actualité encore, au ministère du Travail et de la Fonction publique, l'on s'apprête à clôturer le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique, un projet financé par l'Agence française de développement à hauteur d'1,3 million d'euros. À l'Abbé et à Kindia, la dernière cohorte de 200 cadres intermédiaires est en formation. La chef du projet était dans ces localités pour constater l'évolution des travaux. Mamadi Terna Kamisoko était avec la mission de supervision. Voici son compte-rendu. À l'Abbé, ils ne sont plus qu'à une dizaine de jours pour valider leur certificat. Après plus d'un mois de formation intense sur les différentes facettes de l'administration publique, les 100 cadres intermédiaires de la région reçoivent la chef du PAPAP, projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. Une évaluation à mi-parcours qui a permis à Serekbe Keïta d'écouter les auditeurs sur la qualité de la formation et la contribution des facilitateurs de l'Institut français de Guinée et de l'Institut national de formation et de perfectionnement. Il faut les apprendre un français de l'administration. Un français de l'administration, c'est les outiller à comment faire un PV, un procès verbal, un compte-rendu, leur montrer la différence entre le PV et le compte-rendu parce qu'ils l'écrivent toujours de la même façon. Et aussi leur apprendre à écrire une lettre administrative à format administratif et une lettre administrative à format personnel, leur faire la différence et leur montrer comment est-ce qu'on écrit un courrier et comment est-ce qu'on gère le courrier jusqu'à destination. Pendant ces 5 semaines, moi personnellement, mes capacités ont été renforcées parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans l'administration que j'ai connues à partir de cette formation. Le même exercice à Kindia. Dans la capitale des agrumes, 100 autres cadres intermédiaires bénéficient de cette initiative du ministère du Travail et de la Fonction publique. Dans les 2 régions, c'est qu'il y a une nette évolution des formateurs. Depuis Zérékoré que la formation a débuté, on voit bien qu'il y a une progression, une appropriation des techniques de formation. Je souhaiterais que cette région fasse 100% de réussite. Lancée le 6 janvier dernier, la formation des 200 cadres intermédiaires des régions de l'Abbé et Kindia prend fin le 21 février prochain. Elle viendra clôturer cet ambitieux programme de formation de l'administration déconcentrée, financé par l'Agence française de développement pour un coût global d'1,3 million d'euros. Elles se nomment les gazelles du CNRD. Elles sont convaincues que le leadership féminin est un levier essentiel pour le développement de la Guinée. Ces femmes qui soutiennent les actions du chef de l'État se déploient auprès d'autres femmes. Elles offrent par exemple des opportunités de formation sur la stratégie de mobilisation associative en vue de créer un réseau solide et de contribuer au développement de notre pays. Sona Sagno.
Dans un monde professionnel en constante évolution, la question du leadership féminin prend une importance conçue pour propulser les femmes dans des rôles du management. Cette formation sur le leadership féminin et la stratégie de mobilisation en association est initiée par les gazelles du CNRD. Ce mouvement de femmes qui a pour mission de soutenir les idéaux du président Mamadi Doumbouya offre aux collaboratrices l'espace, l'accompagnement et les outils pour développer leurs compétences. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, venus de divers horizons avec un point commun, la volonté de développer notre potentiel de leader, d'acquérir de nouvelles compétences et de contribuer activement à l'émergence d'une société plus équitable et inclusive. Durant cette formation, vous aurez l'occasion de renforcer votre confiance en vous et votre capacité à vous affirmer. Développer vos compétences en communication et en prise de décision, en gestion d'équipe. Cette formation est destinée aux femmes souhaitant accroître leur leadership au travail. Le programme aborde plusieurs thèmes dont la confiance en soi. À la fin de cette formation, c'est d'avoir 1 million de femmes ou plus dans cette association, mais également inspirer ces femmes, les motiver, développer une compétence et une qualité en ces femmes-là pour pouvoir être l'avenir de ce pays. Les attentes, c'est de laisser ces femmes encore plus impactées, déterminées à s'engager dans la société civile guinéenne, à faire partie des actrices qui vont trouver des solutions en s'affirmant bien sûr et en étant des femmes leaders. Ce projet des gazelles du CNRD vise aussi la création d'un espace de communication entre les femmes et filles ayant des potentiels de leadership dans plusieurs domaines. Il encourage tous les acteurs à mettre en place des initiatives de promotion du leadership des femmes et des jeunes filles. Autre chose dans ce journal, la politique nationale genre 3 est en relecture et en prévalidation technique. Les travaux regroupent les chefs de service genre et équité des départements sectoriels. L'objectif est de rechercher et d'apporter des améliorations nécessaires pour une meilleure prise en compte des questions liées à l'inégalité entre les hommes et les femmes dans notre pays. Mohamed Kamara. Bâtir une société débarrassée de toute forme d'inégalité, une orientation des autorités vis-à-vis de la population guinéenne. La démarche garantit la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes consacrée par la Constitution. Adoptée en 2011 et révisée en 2017, la politique nationale genre, un document de référence en matière de prise en compte de la dimension genre. La politique nationale genre 2 étant obsolète depuis 2021. Au terme de ce cycle de vie, des améliorations sont apportées à la PNG 2 pour devenir la politique nationale genre 3. La particularité de ce document, c'est que le document là a fait le constat que la politique nationale genre 2 n'avait pas intégré certaines dimensions, notamment les questions émergentes liées au changement climatique. C'est une manière pour nous de voir ce qui n'a pas avancé dans la politique nationale genre 2 pour qu'on puisse améliorer et voir ce qu'il faut faire dans nos plans d'action. Cette rencontre amène les acteurs en charge de promouvoir le genre d'aboutir à la rélecture et la prévalidation technique de la politique nationale genre 3. Le document va contribuer à améliorer la visibilité sur les activités que nous menons, mais également à rétablir l'équilibre entre hommes et femmes, à faire en sorte que les inégalités qui existent puissent disparaître. C'est un ensemble d'orientations que le gouvernement va donner. La version provisoire de la PGN 3 est présentée et les observations, remarques et suggestions des acteurs sont prises en compte en attendant, dans quelques mois, la validation de la politique nationale genre 3 allant de la période 2025-2029. À présent, on prend la direction de Kassa pour une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles. La structure Nicoten, en synergie avec le Fonds des Nations Unies pour la population, mène la croisade. Et pour cette nouvelle campagne, des artistes sont sollicités pour véhiculer des messages au sein des concessions scolaires. On fait le point avec Idiba et Falilou Diallo.
Dans la marche pour lutter contre le VBG en Guinée, activistes et collectifs des jeunes artistes de la nouvelle génération est à Kassa, plus précisément dans cette concession scolaire pour passer des messages liés aux violences faites aux femmes et filles. Des messages d'alerte sont véhiculés pour briser le silence. Chaque année, nous organisons des campagnes de sensibilisation avec nos partenaires techniques et financiers, l'UNFPA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population, avec partenariat du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, afin qu'ensemble on se donne les mains pour lutter contre les VBG aujourd'hui dans différents aspects comme le viol et l'excision. Le projet porté par la structure Nicotin sous l'impulsion des partenaires comme l'UNFPA et le ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables. Au compte de cette année 2025, la structure met en avant ses artistes de renommée pour tirer la sonnette d'alarme. En tant qu'artiste, par rapport à cette campagne, j'aimerais dire que tous ensemble, on devrait vraiment se mettre derrière ce genre d'initiative pour encourager et sensibiliser au mieux la population, mais surtout les jeunes filles et les jeunes garçons sur la question des violences basées sur le genre. Il y a des structures qui sont là, nuit et jour, qui sont engagées corps et âme à combattre les violences faites aux femmes et aux mutilations génitales. Pour toucher plus de populations dans le pays au cours de cette nouvelle campagne d'information et de sensibilisation sur les VBG, un clip réalisé par un collectif d'artistes sera bientôt disponible sur toutes les plateformes de communication digitale. Et puis, Khadja Diaba Doumbouya, coordinatrice nationale du Mosakod, poursuit sa tournée dans les quartiers de Conakry. Et cette fois, c'est à Simbaya Gare et à Petit Simbaya, dans la commune de Lambagny, qu'elle a été accueillie avec enthousiasme. Une mobilisation impressionnante de femmes, de jeunes, de sages et des autorités locales a marqué son passage. Kerfala Presse Camara. Dans une ambiance festive, les habitants de Simbaya Gare et Petit Simbaya ont réservé un accueil chaleureux à Khadja Diaba Doumbouya, coordinatrice nationale du Mosakod, exprimant ainsi leur soutien aux actions du CNRD sous la direction du général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette foule en liesse est la preuve vivante de nos populations pour vous témoigner leur reconnaissance et vous prouver leur soutien indéterminé aux idéaux de paix, de travail, de concorde nationale du général président Mamadi Doumbouya. C'est avec une joie immense que nous constatons que ces citoyens des deux quartiers éprouvent et approuvent leur soutien aux idéaux de paix, de solidarité, de développement local prônés par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Khadja Diaba Doumbouya et son équipe ont été ovationnés par une foule enthousiaste, notamment des femmes vêtues d'uniformes traditionnels. Pour marquer cette rencontre, des cadeaux composés de fruits et légumes du pays leur ont été offerts, symbolisant l'engagement du Mosakod en faveur du développement local. Anani musolle ani dinin ani demsen beadi bara soronala diarama fen karanko fananu ko ada dinin na karanko be nyana bo nala diarama so maninka fila korese kisi abe ambe kele. Cette mobilisation traduit la reconnaissance des actions entreprises par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. À travers cet accueil chaleureux, les populations de Simbaya Gare et Petit Simbaya réaffirment leur adhésion totale aux idéaux de paix et de développement prônés par le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le festival du Lafidi, c'est à partir du 13 février prochain. C'est un événement pour célébrer les valeurs de la gastronomie guinéenne. Le comité d'organisation était hier face à la presse pour annoncer la couleur de la deuxième édition. Et cette année, ce sont Oumou Djoubaté et Dr Diaka Sidibé qui sont célébrés. Maïmouna Bella Diallo. Du 13 au 17 février 2025, se tiendra à Conakry le festival du Lafidi. Déjà, les lieux qui abritent l'événement sont décorés et des stands sont installés. Devant la presse, les organisateurs annoncent les couleurs de la deuxième édition. Pourquoi le festival du Lafidi? Nous avons vu que les autres pays font la promotion de leur culture. Pourquoi pas nous aussi? L'une des raisons qui nous pousse également à valoriser le Lafidi, c'est quoi? Ça fait tourner l'économie locale.
Pour avoir une recette, un plat de Lafidi, il faut du riz. Le riz est cultivé ici, localement, par nos artisans, nos paysans. Les ingrédients, il faut du gombo, il faut de l'aubergine, il faut du soumara. Tout ça, on ne les importe pas. C'est en Guinée. Donc imaginez un peu que si toute la Guinée se met à manger de Lafidi, ça représente quoi en termes de manne financière? C'est énorme. Pour cette année, le festival de Lafidi célèbre l'artiste Oumou Diobaté et Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. À l'origine de l'initiative, la structure Malafidi. Chaque année, nous allons célébrer une autre icône dans un domaine. Quel que soit le domaine, mais nous allons célébrer une icône qui mérite d'être célébrée. Mais pour la première fois de célébrer une autre à part Malafidi, on ne pouvait pas trouver mieux que celle qui a 18 ans, qu'on va fêter ses 18 ans cette année. Je parle bien sûr de notre maman Adia Oumou Diobaté. Le festival a décidé également de célébrer une autre icône. La ministre Dr Diaka Sidibé, la ministre du Commerce, de l'Industrie des PME. En termes du festival, il y a déjà 30 stands de Lafidi confectionnés. Parmi les 30 stands, je pense qu'il y a déjà 27 qui sont occupés. Il y a une dizaine de stands pour les boissons locales, une dizaine pour les institutions. Et il y aura dans le festival de la prestation artistique qui sera piloté par notre directeur artistique. La compétition au titre de la meilleure cuisinière promet d'être intense. Des prix sont en jeu. Les participantes présenteront leurs plats les plus savoureux et innovants. Ce sont les vendeuses de Lafidi des 13 communes de Conakry qui seront en compétition pour cette deuxième édition du festival de Lafidi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.